Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le président Macky Sall en visite à Touba. Il a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de la cité religieuse en compagnie du rallye général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Après la prière, le chef de l'État s'est rendu à la résidence du Khalif. À l'occasion, il a rappelé l'importance qu'il accorde au Grand Magal de Touba qui sera célébré cette année le 17 octobre prochain. L'autre acte fort, c'est chez la visite du président Macky Sall au complexe universitaire de Touba. La première phase est achevée à 70%. Dans l'actualité également, les députés ont adopté à l'unanimité la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les commissions passent de 11 à 14. Le nouveau règlement prévoit aussi une suppression du passage obligatoire des ministres devant les commissions parlementaires. Pendant la session budgétaire, d'autres réformes ont été aussi apportées lors de cette première session extraordinaire de l'année 2019. Pour un meilleur traitement des questions de filles dans les médias, les concernés mènent le plaidoyer. Sous la supervision du plan international Sénégal, les filles ont émis des propositions pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations en cette journée internationale de la fille. Elle a été instituée depuis 2012. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le chef de l'État a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba en compagnie du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le président de la République s'est également recueilli au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. De grands moments mis à profit pour formuler des prières pour un Sénégal de paix et un Sénégal prospère. Oumar Nyinga. La prière du vendredi a été un temps fort de la visite du président Macky Sall à Touba. Dans la grande mosquée de la cité religieuse, le chef de l'État s'associe aux fidèles venus nombreux assister à cette prière du vendredi, le dernier qui précède le Grand Magal de Touba. La prière est dirigée par l'imam Mohamed Mamoun Bousso. Le président de la République Macky Sall prend place à côté du Khalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Après son sermon, l'imam enchaîne les 2 rakas. À la fin de la prière, l'imam a formulé des prières auxquelles il associe l'hôte de marque du jour, le président Macky Sall, appuyé en cela par le Khalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Avant de quitter la grande mosquée, le président Macky Sall s'est recueilli au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Des moments très forts mis à profit par le président Macky Sall pour prier pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère dans la concorde. Aussitôt après, le président Macky Sall est revenu à la résidence Khadimou Rassoul. Justement, Oumar Nyinga, après la prière du vendredi, le président Macky Sall a rendu visite au Khalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en compagnie de la délégation qui l'accompagne à Touba. En remerciant le Khalif pour l'accueil chaleureux, le chef de l'État lui a rappelé l'importance qu'il accorde au Grand Magal de Touba qui sera célébré le 17 octobre prochain. Nous retrouvons Oumar Nyinga. Des bernets du nom des repas copieux offerts aux hôtes de marque à Touba.
Voici ce que le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a fait en l'honneur du chef de l'État, le président Macky Sall. Après avoir regardé les mains, le président Macky Sall a rendu visite au khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en compagnie d'une forte délégation des membres du gouvernement qu'il a présenté un à un au khalife général. En remerciant Serigne Mountakha pour l'accueil, le président Macky Sall lui rappelle l'importance qu'il accorde au Grand Magal de Touba, célébré le 17 octobre prochain. Comme chaque année, les grandes expositions sur le mouridisme seront un temps fort du Grand Magal de Touba. Le Daïra Hizbut Tarqiyyah en est à sa 10e édition. De passage sur les lieux, le président Macky Sall a félicité la structure qui a retenu comme thème la réhabilitation de l'enseignement et l'acquisition des valeurs dans l'enseignement islamique, traduisant du coup une préoccupation du khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et justifiant la présence du président Macky Sall. Comme à son habitude chez le président de la République est à Touba cette veille du Grand Magal pour rendre une visite de courtoisie au khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Occasion pour le chef de l'État de renouveler ses remerciements au khalife suite à la concrétisation et à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. Aussi, le président Macky Sall a-t-il réitéré son intention d'accompagner chez la construction du complexe universitaire de Touba dans son volet formation professionnelle et technique, eau, assainissement et électricité. Le gouvernement entend étendre le réseau de ces secteurs clés dans la ville sainte pour la réussite du Grand Magal. Au nom du khalife, le porte-parole s'est félicité de la démarche du chef de l'État, non sans rappeler ses relations avec le guide religieux bien avant son accession au pouvoir. Nous y reviendrons. En attendant, nous restons toujours dans la ville sainte pour parler de l'autre acte fort de cette visite du chef de l'État. Il s'est rendu au complexe universitaire à vocation islamique, un projet dont les travaux de la première phase sont estimés à 70%. La construction de l'université de Touba est entièrement prise en charge par les disciples de Khadimou Rassoul. L'État du Sénégal compte accompagner cette dynamique, notamment en matière de formation professionnelle et technique. Les temps forts de la visite avec Aboubakri Kane. Dès son arrivée dans la ville sainte, le président de la République est allé directement visiter le chantier de l'université de Touba. Au quartier Madiana, les bâtiments sortent de terre et sont déjà visibles de loin. En compagnie du porte-parole du khalife général des Mourides, le président Macky Sall a fait le tour des différents pôles en construction. Un important projet de construction et d'équipement du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. On a fait de telle sorte qu'il y ait une certaine cohérence d'ensemble. Quand on prend ici, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelait pour la petite l'Institut du Coran. Ici, on a mis les logements pour bander le projet. Et à l'intérieur, on trouvera les UFR et les restaurants. Parce qu'on sait très bien que quand on parle d'université et d'école, il faut mettre des restaurants et les installer dans un bien-être. À partir de ce moment, ils vont bien étudier et il n'y aura pas de problème. Le pôle universitaire comprend 3 unités de formation et de recherche, une UFR des technologies et métiers, une dédiée aux études islamiques et arabes et l'UFR des sciences agronomiques et de technologie alimentaire. Dans cette première phase, 36 bâtiments sont à construire, dont 9 par l'entreprise Touba Matériaux. L'état d'avancement des travaux est estimé à 70% des grosses œuvres. Un mode fast-track, exemple de la détermination des disciples de Cheikhoul Khadim, magnifié par le chef de l'État. Je voudrais d'abord me réjouir de ce que j'ai vu aujourd'hui ici, dans cette université à vocation islamique, par rapport à l'ampleur des travaux, mais aussi à la célérité dans l'exécution de ces travaux. Parce que j'ai vu une œuvre
grandiose que le Khalife général a ordonné. Et en moins de 6 mois, vous avez vu par vos caméras l'ensemble des bâtiments qui sont sortis de terre et qui pourraient être livrés dans les meilleurs délais. C'est un exemple de ce que la communauté mouride peut faire. Et c'est un exemple aussi de ce que nous, Sénégalais, pouvons faire si nous sommes armés d'une conviction et si nous sommes armés d'engagement tel que, en tout cas, la communauté vient de le prouver. Mais aussi, je salue l'engagement altruiste de talibés, entrepreneurs, hommes d'affaires, qui ont volontairement choisi de contribuer pour près de 6 milliards en bâtiments, en construction et de remettre la clé au Khalife général. C'est tout cela qu'il faut magnifier. Une université à vocation islamique, conformément aux recommandations qui témoignent de toute l'importance que le fondateur de la Mouridia accorde à l'éducation, la formation et la quête du savoir. Serigne Ahmadou Badawi Mbaké, responsable du Raoudou Rayahim, met en avant les fondamentaux des études islamiques et arabes au niveau du pôle sciences religieuses avec un institut du Coran. L'État, pour sa part, entend apporter sa contribution, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, à l'UFR des technologies et métiers. Pour construire un pays, il faut de la volonté, il faut que chacun apporte une contribution. Quant au Khalife, il aura engagé une œuvre grandiose telle que Khadim Rassoul l'avait prédit. Et je pense que l'État, en ce qui le concerne, sera aux côtés du Khalife et de la communauté pour aussi contribuer d'abord sur le volet formation professionnelle, parce que j'ai engagé politique de formation professionnelle à travers les 45 départements du Sénégal. Nous pourrions apporter cette contribution et aussi apporter la contribution pour les enseignants de cette université en fonction de ce que nous verrons avec la pédagogie. Dans la réalisation de cette œuvre grandiose, le Khalife lui-même a été aux premières loges, la communauté également et les talibés. Une bibliothèque centrale, une mosquée et un centre de santé dont les travaux sont bien avancés. L'université Abdoulahat de Touba couvre une superficie de 24 hectares. Les deuxième et troisième phases seront planifiées sur 2 ans. Le tout entièrement financé par les disciples de Cheikhoul Khadim et sur le ndigal du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Voilà donc pour les temps forts de la visite du chef de l'État ce vendredi à Touba. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a un nouveau règlement intérieur. Les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de loi modifiant les textes de cette institution. C'était ce matin lors de la première session extraordinaire de l'année 2019. La synthèse des travaux avec Ibrahim Diédhiou. La loi est donc passée à l'unanimité. Le débat a été serein et a permis de mettre en conformité le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec la loi fondamentale qu'est la Constitution. Cela après le référendum de 2016. Ce vote indique une nouvelle approche dans l'organisation de la session budgétaire. Il valide la mise en place des comités d'évaluation des politiques publiques après la suppression du poste de Premier ministre. Il y a aussi l'extension des commissions qui passent de 11 à 14 afin de permettre aux députés d'assurer un meilleur suivi des budgets-programmes qui s'imposent au pays de l'UEMOA. Autant de choses que les députés ont adoptées ce vendredi. Voilà ce qui peut arriver au Sénégal quand les gens, en tout cas, discutent, quand les gens partagent les idées et quand nous avons en tête que l'intérêt supérieur, en tout cas, du fonctionnement de nos institutions. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que, comme je l'ai dit, pour la première fois, une proposition de loi a été déposée par l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés au sein de l'Assemblée. Et c'est la raison pour laquelle le débat a été serein et le vote a été unanime. Le Sénégal s'est résolument engagé dans une dynamique de modernisation de son architecture institutionnelle à travers une série de réformes. Il a été retenu la suppression du passage obligatoire des ministres en commission saisie pour avis pendant la session budgétaire. La loi qui a été adoptée ce 11 octobre n'est pas une réforme en profondeur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une première étape avant le 30 avril, date retenue pour une refonte intégrale
des textes qui régissent la deuxième institution du Sénégal. Et puis cet hommage au capitaine El Hadj Moussa Thiam, décédé suite à des blessures subies lors du crash d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise en République centrafricaine. Ses frères d'armes se sont retrouvés au camp Dial Diop aux côtés de sa famille pour lui rendre un dernier hommage. À titre posthume, le commandant de bord de l'hélicoptère tombé à RCA a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Les temps forts de la cérémonie avec Louis-Philippe Sagna. Une semaine, jour pour jour, il y avait un décor identique ici au mémorial du souvenir du camp Dial Diop. Après le copilote, le photographe aérien et le mécanicien, c'est au tour du commandant de bord de quitter sa famille militaire et biologique. Un digne chef qui, après avoir courageusement lutté contre la mort, n'a pas voulu se séparer de ses camarades. Le bilan devient ainsi très lourd. Perte d'un équipage opérationnel complet de 4 personnes. Pilote expérimenté, exemplaire, il a participé à plusieurs opérations intérieures et extérieures. C'est dire que le capitaine El Hadj Moussa Thiam avait l'estime de ses chefs, car effectuant tout le temps ses missions avec succès. En plus des opérations intérieures, il a eu à représenter dignement toute la nation sénégalaise dans les opérations extérieures à la quête de la paix dans le monde en s'engageant dans les missions de l'Organisation des Nations Unies. À titre posthume, feu le capitaine El Hadj Moussa Thiam a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Celui qui avait la joie de vivre s'en est allé à la fleur de l'âge. Il laisse une femme, 2 enfants et des proches dans l'émoi et la consternation. C'est une perte douloureuse. El Hadj a servi le Sénégal, a servi la jeunesse, sa génération. Au dehors du Sénégal, il a servi les frontières, surtout les Nations Unies pour le maintien de la paix. C'était un grand combattant, un grand soldat qui a honoré le peuple sénégalais. Il est généreux, c'est un grand chef de famille. Feu le capitaine El Hadj Moussa Thiam repose à Pout, où il est né le 10 janvier 1986. Que la terre lui soit légère. Amen. Économie pour parler de cette initiative de la Banque mondiale et de l'UEMOA lancée ce matin à Dakar. Il s'agit de l'appui conseil pour l'aménagement du pôle urbain de Dagar-Kholpa. Ce soutien technique vient en appoint au financement alloué pour la construction de logements dans la zone. Nous dit Lamine Touré. Le cadre de financement du logement social s'élargit. Cette fois-ci, c'est toute la chaîne de valeur qui sera touchée. Au-delà de la mobilisation financière des bailleurs de fonds, c'est l'appui conseil technique qui est sollicité. Une mission de la Banque mondiale, de la BOAD de l'UEMOA séjourne au Sénégal. Dagar-Kholpa, dans la ville de Yen, fait partie des sites pilotes en Afrique. Finalement, la question relative à la maîtrise foncière est la première contrainte dans la chaîne de production du logement est l'une des plus importantes. Ainsi, nous sommes rassurés, autant plus que c'est sur ce maillon de la chaîne de production que porte la présente mission d'appui conseil. Cette mission est en effet parfaitement en phase avec les grandes lignes et les grandes orientations de nos politiques d'habitat. 130 millions de dollars sont alloués à la BOAD par la Banque mondiale. Ces fonds sont destinés à faciliter l'accès au logement dans la zone UEMOA. L'appui technique s'élève à 15 millions de dollars pour lever essentiellement les contraintes de production. La promotion de marchés hypothécaires dotés d'instruments adéquats favoriserait un développement urbain durable. Le système bancaire devrait alléger les conditions d'octroi de crédit hypothécaire et l'adoption de cadres juridiques appropriés permettrait de faciliter le droit au logement. Les politiques de financement du logement doivent être intégrées, intelligentes et ciblées pour permettre d'atteindre aussi les plus pauvres. Réussir cette politique repose avant tout sur la complémentarité de l'offre et la demande. Dans la zone UEMOA, seuls 2 pays sont retenus pour la phase pilote, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, 2 États qui ambitionnent de résorber définitivement le déficit de logements sociaux à long terme.
Le solaire hors réseau au Sénégal, c'est un marché de plus de 50 milliards de francs CFA. Pour tirer meilleur profit de ce marché en pleine croissance, il faut un cadre réglementaire et des financements. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Centre pour les énergies renouvelables de la CEDEAO. L'étude a concerné 19 pays, dont le Sénégal. Rougui Atouba nous en parle. Une étude met en lumière le marché du solaire hors réseau au Sénégal. Entre l'offre et la demande, ce marché présente des opportunités et des potentialités. Le marché du hors réseau est chiffré au Sénégal à presque 50 milliards de francs CFA. Et les ménages au niveau de la demande, il y a plus de 400 000 ménages qui sont concernés par l'électrification hors réseau. Au niveau de l'offre aussi, nous avons un marché qui est en croissance. Certes, il y a des difficultés. Le marché il est tellement disparate. L'organisation du marché solaire hors réseau s'impose avec un cadre réglementaire bien défini. Le Sénégal s'y attelle. Il y a un engagement fort qui a été pris à travers le code des impôts révisé donc en mars 2018, où il est prévu une disposition pour l'exonération de la TVA pour les équipements énergie renouvelable, notamment le solaire. Actuellement, le ministère de l'Énergie est en train d'y travailler en relation avec le ministère des Finances pour sortir l'arrêté d'application de cet important dispositif au niveau du code des impôts, en identifiant la liste du matériel qui est éligible. Et ça va faciliter l'accès des ménages à ces équipements-là. Et ça va booster effectivement donc, le développement de cette technologie au Sénégal. Le développement du marché solaire hors réseau nécessite, outre un cadre réglementaire, un accès des entreprises au financement. Aussi, le secteur privé et les institutions financières sont-ils appelés à soutenir les initiatives visant à développer le marché solaire hors réseau. Plus d'un millier de nouvelles recrues de la fonction publique formées au principe de base de l'administration, leadership, éthique, gestion rationnelle des ressources sont les modules dispensés. Les précisions de Ndéa Ededia. Bâtir une administration publique de qualité, c'est l'objectif de cette formation. Il s'agit de capaciter ces nouveaux recrues de la fonction publique. Le président a ouvert, entre guillemets, les vannes de la fonction publique pour répondre aux besoins d'emploi de la jeunesse sénégalaise, mais aussi pour moderniser l'administration. C'est le fait de prendre ces jeunes et de leur permettre d'être formés sur les fondamentaux dont on a besoin pour être un bon fonctionnaire, un bon agent public. Ça, c'est révolutionnaire. 1115 agents nouvellement recrues ont été formés en leadership. Ils ont aussi reçu une formation sur la gestion vertueuse de l'administration publique. Notre espoir, nous le portons sur vous. Vous serez les modèles. Vous serez les modèles. Donc vous devez vous armer de courage et de toutes les valeurs que vous avez apprises lors de cette formation, qui seront vos armes de tous les jours pour servir votre État. Les notions d'éthique et de bonne gestion ont aussi été abordées durant ces 15 jours de formation. Des exemples de professionnalisme ont aussi été présentés à ces jeunes pour qu'ils puissent s'en inspirer. 3 milliards de francs CFA sur 3 ans. C'est la somme que le ministère de la Culture et de la Communication compte allouer à la Société sénégalaise de droits d'auteur et de droits voisins. Une subvention pour améliorer la vie des artistes. En visite à la SODAV, le ministre Abdoulaye Diop invite les administrateurs à mutualiser leurs efforts pour le bien de tous les artistes sénégalais. Anis Nyamane. C'est vers 10 heures que le ministre de la Culture et de la Communication est arrivé à la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Ici, dans les locaux de la SODAV, le ministre a visité les salles d'archives cassettes de documentation avant de tenir une séance de travail avec les administrateurs. Nos discussions ont porté sur la réduction du fonctionnement et des frais. Et qu'aujourd'hui, nous devons travailler mutuellement pour que ce ratio-là baisse. Et pour cela, nous avons discuté sur un certain nombre d'orientations qui vont être applicables.
Après de nombreux échanges sur les dépenses de la structure, la tutelle prône un élargissement de l'assiette de la SODAV au profit des artistes. Nous savions qu'avec la SODAV, sur tout ce qui est numérique, ça représente déjà 50% des revenus. Ça c'est très bien, mais aujourd'hui, si nous voulons avoir un peu plus de budget, un peu plus d'argent pour redistribuer, il faut important de mieux s'organiser et d'élargir cette assiette de taxes. Le statut des artistes, la mutuelle, la carte professionnelle, des programmes à harmoniser pour permettre aux artistes sénégalais de mieux vivre. Nous allons mettre 1 milliard par an sur les 3 prochaines années. Il suffit de dire ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer, quel projet structurant on va pouvoir mettre sur pied, comment est-ce qu'on peut délocaliser les structures régionales de la SODAV. Ma recommandation a été qu'il faut avoir des initiatives concertées. Quand la SODAV, quand la mutuelle de santé, avec le projet du statut des artistes. Le ministre de la Culture et de la Communication invite ainsi les administrateurs de la SODAV à améliorer la vie des artistes pour une bonne gestion des ressources financières. Il a aussi promis d'octroyer une subvention de 3 milliards sur 3 ans à la SODAV. Direction le nord du pays, Chamatam, précisément le village de Adouberech dans la commune de Boki-Diawé traîne son nouveau bureau de poste. Une infrastructure qui devrait contribuer à une plus grande inclusion financière dans une zone où les envois d'argent des émigrés ont un fort impact social. Reportage Fatimata Banelba. La forte ambition du groupe La Poste de renforcer sa présence dans les zones les plus reculées du Sénégal se concrétise avec l'ouverture du nouveau bureau de Adouberech. L'infrastructure a été inaugurée ce 9 octobre en marge de la Journée mondiale de la Poste. Vous savez, un point de service, un bureau de poste, c'est avant tout un point de service. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une certaine inclusion financière en permettant à ces populations d'avoir accès aux services financiers, mais surtout l'inclusion sociale. Parce que vous savez très bien que nous sommes dans une zone, comme l'a dit tout à l'heure M. le Préfet, qui est à une zone à vocation économique, avec des rentrées d'argent énormes venant de l'extérieur à travers les immigrés. Donc, et ces fonds-là, en tout cas, ont un impact social immense. C'est un bureau de poste qui est implanté dans un milieu quand même, qui est un peu loin de la région de Matam. Donc on espère aujourd'hui que les fonctionnaires et les agents de l'État qui sont au niveau de cette localité vont être soulagés par ce nouveau joyau-là. Et ça va leur permettre de faciliter leurs transactions financières et diverses. L'aspect sécurité reste un défi à relever pour la Direction générale de la Poste. Ainsi, la collaboration des populations est vivement souhaitée. C'est un défi pour nous, parce que vous savez, la sécurité, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais nous travaillons d'étroite collaboration avec les autorités, que ce soit les forces de défense et de sécurité aussi. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les populations ont leur partition à jouer, n'est-ce pas, dans cette sécurisation des infrastructures postales. Parce que nous sommes implantés partout, en milieu urbain, en milieu rural. Donc, et la sécurité, c'est l'affaire de tous. L'implantation de ce bureau de poste à Adouberech marque ainsi une continuité dans la politique d'aménagement du territoire du groupe La Poste, qui se rapproche davantage des populations. Célébration ce 11 octobre de la Journée internationale de la fille pour un meilleur traitement des questions des filles. Dans les médias, les concernés portent le plaidoyer sous la supervision de Plan Sénégal. Les filles ont émis des propositions pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les médias. Dans les émissions télé ou dans les séries, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des clichés véhiculés sur les femmes. Elles sont soit maîtresses de maison, femmes soumises ou battues. Ces jeunes filles ne veulent plus de ces exemples. La représentation des filles à travers les médias est le thème de cette journée internationale qui leur est dédiée. Elles en ont profité donc pour mener le plaidoyer à la RTS. Mon plaidoyer est axé sur l'implication des médias dans la lutte pour les droits des femmes et aussi à l'incitation des médias à la production de contenu utile qui met en avant la fille. Adia Diakhaté est influenceuse. À travers sa page YouTube, elle essaye de faire passer ses idées à contre-courant de ce qui se dit sur les filles.
J'ai démarré YouTube en fait, donc du coup j'allie ma passion avec la défense des droits des filles et des femmes. Du coup je fais des courts-métrages et voilà quoi, pour mettre en exergue en fait le mal de la société sénégalaise. Ces mots de société ont pour nom excision, mariage précoce, viol. Faire en sorte que les filles prennent conscience de ces fléaux, c'est le leitmotiv de Khadijatou Diabaté. C'est très difficile parce que surtout dans des zones les plus reculées du Sénégal, en l'occurrence Tambacounda, Kolda, Vélingara, voilà, parce que en voulant militer pour quelque chose, c'est au dépend des contextes qui existent. Mais comme il y a un soutien, il y a la volonté qui existe, alors on essaie toujours d'aller de l'avant. En réunion avec le directeur général de la RTS, ces filles ont mis en exergue les problèmes auxquels elles sont confrontées et les défis qui les interpellent. La situation aujourd'hui des jeunes filles est spécifique et différente de celle des femmes et elle mérite qu'on s'arrête, elle mérite qu'on trouve des solutions, elle mérite réflexion pour pouvoir vraiment amorcer très certainement des politiques publiques de concert avec tous les acteurs pour justement bâtir, on va dire, un agenda solide, faire en sorte que ces filles-là puissent apprendre, décider, diriger et s'épanouir. Depuis 2012, l'ONU a institué cette journée. Le thème national porte cette année sur la représentation des filles à travers les médias. Santé avec ses consultations et opérations de maladies de la cataracte. Dans la zone sud du pays, 450 patients ont pu en bénéficier. Les maladies de la vue sont une priorité de santé publique. C'est pourquoi l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures d'accompagnement. L'activité a été donc au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la vue. Le récit de Kaltoum Gueye. La cécité, un problème de santé majeur au Sénégal. Plus de 5500 malvoyants ont été dénombrés. Un chiffre alarmant que les autorités veulent réduire. À travers ce camp de chirurgie gratuite, plus de 430 personnes ont été consultées et des cas opérés. Oussouye a accueilli cette activité qui célèbre la Journée mondiale de la vue. Le choix d'Oussouye pour cette journée a un sens particulier dans la mesure où elle vient relancer la dynamique de la prise en charge des problèmes de la vue en milieu rural, un milieu où les populations sont souvent démunies et les spécialités médicales pas toujours accessibles. Les activités menées à cet effet dans le district ont une haute portée de santé publique et ont permis de consulter 433 personnes présentant des troubles de la vision, dont une cinquantaine dépistées ayant la cataracte. Cette affection étant la première cause de cécité au Sénégal. La prise en charge gratuite de ces cas de cataracte dépistés durant ces 3 jours permettra l'amélioration du bien-être social et économique de plusieurs familles. Ils ont eu à bénéficier de traitements et d'un suivi gratuit. Ces patients qui n'ont pas les moyens poussent un ouf de soulagement. J'avoue que la population d'Oussouye attendait depuis très longtemps une telle action. Car vu le coût, les déplacements pour certains cas et les maigres ressources dont disposent nos populations, nous demandons vraiment à la délégation de revenir l'année prochaine. La cécité peut être évitée si les devants sont pris à travers la sensibilisation. C'est dire que le travail de prévention en amont est un travail important si on considère les statistiques du ministère de la Santé, je parle sous le contrôle du docteur Doucouré. Les personnes totalement aveugles sont estimées à peu près à 165 000, je crois, au Sénégal. Et les personnes malvoyantes à environ 550 000. Et 80% de ces personnes, on aurait pu leur éviter la cécité. Des mécanismes d'accompagnement sont mis en place par les autorités. Lutter contre cette maladie est une priorité. À l'instar de la communauté internationale, notre pays s'est inscrit dans la dynamique d'éliminer les cécités évitables à l'horizon 2020. C'est dans ce contexte que le programme national de promotion de la santé oculaire a été mis en place pour rendre les soins oculaires disponibles et accessibles
par la prise en charge curative et préventive des affections oculaires cécitantes, par des soins de qualité à un coût compatible avec le niveau de développement du pays, la promotion de la santé oculaire par l'information et la sensibilisation des populations. La vision d'abord est le thème de cette journée mondiale de la vue. La population d'Oussouye a salué l'acte posé et elle souhaite qu'une telle activité soit pérenne. Objectif, éliminer la cécité provoquée par certaines maladies. Sécurité aéroportuaire, la plateforme LAS Limac AIBD Souma sensibilise les acteurs pour une harmonisation des actions sur le terrain. C'était au cours d'un atelier dans le cadre de la semaine de la sécurité. Maman Moussagna. La semaine de sécurité est une occasion pour toutes les parties de discuter et de traiter les problèmes de sécurité identifiés en faisant des campagnes de sensibilisation à travers des activités choisies et en fonction de la dimension des aéroports. Travaillons ensemble pour une meilleure sécurité, repris au Sénégal par Nyofar Safety Week. C'est le thème choisi cette année. Nous avons eu tout d'abord des ateliers, une marche de la sécurité pour récupérer tous les objets qui pourraient nuire à la sécurité, mais aussi sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, nous avons aussi récompensé les meilleurs élèves dans ce domaine en leur attribuant une récompense, un trophée. La clôture de cette semaine consacrée à la sécurité a coïncidé avec cet accident du vol d'Ethiopian à l'aéroport international Blaise Diagne, survenu mardi. Pour le directeur général de l'AS, le professionnalisme de tous les intervenants a permis une bonne gestion de l'accident. Bien sûr, les gens ont été choqués. Bien sûr, certains ont fait des témoignages qui ne reflètent pas la réalité. Et je le déplore vraiment, car je tiens encore une fois de plus à souligner le professionnalisme des équipes, du contrôle aérien, des pompiers, mais aussi de l'assistance au sol qui a mis en place les équipements nécessaires pour l'évacuation des passagers et du gestionnaire, et aussi de tous les autres métiers de l'aéroport qui ont contribué tous à ce que les 90 personnes à bord soient traitées le plus rapidement possible et avec la plus grande sécurité. La semaine de la sécurité a été mise en place par l'ACI. C'est le Conseil international des aéroports. Cette semaine se déroule dans tous les aéroports pour magnifier les initiatives en matière de renforcement de sécurité. Et notre chronique du vendredi s'arrête aujourd'hui sur les flux migratoires qui continuent d'occuper l'actualité. Les drames provoqués par les vagues de migrants qui périssent en mer deviennent insoutenables quand le rêve d'un Eldorado utopique frise la folie meurtrière. C'est la chronique de Amadou Aramtiam. La litanie Barça ou Barsac, littéralement Barcelone ou la mort, n'est plus à la mode, mais la pratique demeure. Des milliers de migrants africains tentent périodiquement d'atteindre les côtes européennes. Des corps qui servent de repas aux requins, des visions surréalistes en mer, des moments de folie et des suicides, l'obstination meurtrière des candidats dépasse l'entendement. Combien sont-ils à voir leur vie et leurs espoirs enfuis à jamais dans le grand bleu? Les statistiques macabres, qui d'ailleurs ne sont pas exhaustives, interpellent la conscience de l'humanité entière. Le terrible bilan des migrants morts en Méditerranée se chiffre à 2260 en 2018, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À côté de la mer, le passage de frontières, la traversée des zones désertiques en Afrique, celles des routes terrestres empruntées par les migrants sont moins médiatisées, mais tout aussi meurtriers. Pour la même année 2018, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a enregistré 1386 décès sur le continent africain contre 2242 en mer. De données à mettre sur les 4503 morts répertoriés par l'organisation sur toute la planète. Une utopie vaut-elle une vie? Une utopie vaut-elle un voyage cauchemardesque au cours duquel les candidats sont victimes de tortures, de viols et d'agressions sexuelles si ce ne sont des menaces d'enlèvement ou de détention en échange d'une rançon? La traversée de la Méditerranée est simplement un drame humanitaire où se mêlent de vils intérêts mercantilistes, sociaux et politiques. Seulement,
Ce sont les Africains qui doivent prendre conscience de leur situation. L'Europe n'est plus le lieu de rêve qu'elle a toujours semblé être. C'est un continent confronté comme l'Afrique au chômage et à l'insécurité. Et de toute façon, elle n'a pas caché sa préférence pour l'émigration sélective. L'Afrique et les Africains doivent le refuser. Aujourd'hui, plus que jamais, les gouvernements doivent asseoir de véritables politiques d'emploi et d'insertion de nos diplômés pour espérer réaliser le développement inclusif et endogène tant chanté par nos dirigeants. L'Afrique est le continent de l'avenir. Si tous ses fils lui apportent leur savoir-faire, elle deviendra la mamelle du monde. Voilà donc pour la chronique du vendredi signée Amadou Aramtiam. En sport, au tournoi de l'UFOA à Thiès, le Sénégal joue la finale ce dimanche contre le Ghana, tenant du titre. L'équipe nationale locale est à 90 minutes dans Sacre. Un groupe qui a fait jusque-là un parcours sans faute, nous dit Ibrahim Mboupa. Thiès vit au rythme du ballon rond depuis 2 semaines. Les pays membres de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, se sont donné rendez-vous dans la capitale du rail pour rivaliser de talent. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal a toujours été parmi les locomotives footballistiques. Le tournoi UFOA 2019 n'a pas dérogé à la règle. L'équipe nationale locale, renforcée par quelques rares professionnels, montre un visage rayonnant, dominant tous ses adversaires. La Guinée-Bissau, le Bénin et le Mali ont tous perdu contre le Sénégal. Les Lions locaux ont marqué 6 buts et encaissé une seule fois depuis le début de la compétition. Les protégés de Serigne Saliou Dia jouent avec le cœur et sont à la hauteur du rendez-vous malgré la longue trêve de fin de saison du championnat local. Une montée en puissance qui donne de l'espoir avant la finale de dimanche. Des retrouvailles avec le Ghana, une des valeurs sûres du football ouest-africain, mais la bande à Ousseynou Niang a de la ressource et du caractère pour éclipser les Black Stars dimanche soir au stade Lat Dior. Une finale qui promet des étincelles, un bouquet final pour rallumer la flamme de la victoire après les défaites des seniors et des juniors en Coupe d'Afrique. Pour finir, un tour d'horizon de l'actualité internationale, le 1er G parle de la désignation du prix Nobel de la paix. Le récit de Seydina Alunfal. Une main tendue, celle du Premier ministre éthiopien à son homologue érythréen. C'est à l'espoir d'une réconciliation entre ces deux pays ennemis héréditaires que le comité du Nobel a souhaité rendre hommage cette année. À 43 ans, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, devient le nouveau prix Nobel pour la paix. Une récompense pour celui qui a fait du rapprochement avec l'Érythrée l'une des priorités de son mandat. Quand Abiy Ahmed est devenu Premier ministre en avril 2018, il a clairement signifié qu'il souhaitait reprendre les discussions de paix avec l'Érythrée. En coopération avec Isaias Afwerki, le président érythréen, Abiy Ahmed a rapidement établi les principes d'un accord de paix pour mettre un terme à l'impasse du statu quo entre les deux pays. En 1998, la guerre éclate sur fond de querelles territoriales. Le conflit fait 20 000 morts, s'ensuit 20 années de tensions, l'Éthiopie ne reconnaissant pas le tracé de sa frontière avec l'Érythrée. Il ne fait aucun doute que certaines personnes penseront que le prix de cette année est décerné trop tôt. Le comité Nobel norvégien estime que c'est maintenant que les efforts d'Abiy Ahmed méritent d'être reconnus et encouragés. Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel renforcera le Premier ministre Abiy dans son travail important pour la paix et la réconciliation. Malgré la libération de prisonniers politiques, la levée de l'interdiction de certains partis, de nombreux experts doutent de sa capacité à organiser comme prévu des élections libres en mai 2020. Le chemin de l'Éthiopie vers la démocratie pourrait être encore long. Voilà, vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas du sujet annoncé.
Nous reviendrons sur l'actualité internationale, en bref et en images dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme celle-ci. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Belle soirée sur la RTS1.